Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à notre conférence de presse. Donc, on va vous présenter voilà, les éléments, le contexte, les chiffres importants de la filière volaille de chair française. Alors, je suis accompagné de l'équipe, d'une bonne partie de l'équipe d'Envol, hein. Donc, je fais rapidement les présentations. Donc, moi-même, Jean-Michel Schaeffer, président d'Envol, et également de la Confédération française de l'aviculture. Il y aura également donc Gilles Hudepin, vice-président d'Envol et de la Fédération des industries avicoles. Louis Perrault est également présent avec nous, donc c'est le président du syndicat des accouveurs, hein, qui va aussi nous faire une partie de la présentation. Bernard Tosia, qui est juste là, donc président du SINALAF, donc le syndicat qui gère les labels rouges et les cahiers des charges bio, hein, pour la filière volaille française. Également Yann Nedelec, donc directeur d'Envol. Donc voilà, merci à toute l'équipe, hein, pour faire la présentation qu'on va commencer dans quelques instants. Donc alors ce qu'on a prévu au programme en termes de présentation, c'est de vous présenter bien évidemment les chiffres importants de la filière, avec notamment, on va démarrer sur les chiffres de la consommation, et également les chiffres de la production, hein, avec les impacts qu'on a malheureusement subis liés à la crise sanitaire de l'influenza aviaire. Vous présentez également les éléments de contexte, hein, de la filière, parce que entre crise sanitaire, coût de production, 2022 a été quand même une année très tourmentée. Et après, de finir quand même sur les engagements de la filière, la mobilisation de nous tous, hein, pour sauvegarder notre modèle qui est quand même unique, parce qu'il est vraiment basé sur la diversité des modèles d'élevage et sur la diversité des espèces. Et on vous fera donc la présentation de tous ces chiffres en détail tout de suite. Voilà, donc on peut commencer. Ah oui, et oui, j'ai oublié, excusez-moi. On accueille également tous les journalistes qui nous suivent en visio parce qu'ils sont également nombreux. Donc merci à eux d'être présents à cette conférence de presse. Donc on va vous faire une présentation et à la fin de notre présentation, il y aura un temps d'échange avec vous bien sûr, hein, et on est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, donc je vous propose, pour démarrer la présentation, de donner la parole à Yann qui va nous présenter les gros éléments sur la consommation de volaille. Merci Jean-Michel, bonjour à tous. Donc, ok, pardon. Ah oui, il y a les caméras, c'est vrai. Bonjour à tous. Donc, quelques chiffres sur la production et la consommation en 2022. Donc, la France maintient son haut niveau de consommation de volaille, mais on a la crise sanitaire que vous connaissez, hein, l'influenza aviaire, qui quand même a un impact important sur le niveau de production. Donc, si on regarde un peu plus précisément, au niveau de la consommation, on a un maintien de la consommation de volaille en France en 2022 par rapport à 2021, donc un petit moins 0,4%, mais globalement, on est sur le même niveau. On reste donc sur la première marche du podium en matière de consommation totale par État membre. On est sur une progression de la consommation de plus 4,8% pour les poulets, avec une production donc totale en tonnes pour les volailles consommées de 1,905 millions de tonnes. Quand on regarde la consommation par habitant, on est à peu près stable avec 28,2 kg de volailles consommées par habitant par an en France. Quand on regarde un peu plus précisément la production et la consommation, justement, on voit que c'est le poulet. Alors, ça doit être la slide suivante, et c'est moi qui dois passer les slides, pardon. C'est le poulet qui prend le pas sur les autres volailles, qui est donc toujours la volaille la plus consommée, mais on s'aperçoit ici, on reviendra un peu plus en détail sur le sujet tout à l'heure, que c'est une conséquence directe de l'influenza aviaire cette année, où on s'aperçoit qu'en 2021, le poulet représentait 76,1% de la consommation dans toutes les volailles. En 2022, on est passé à presque 80%, 79,6%, puisqu'on a eu une diminution de l'offre assez importante sur les espèces spécifiques à la France, notamment le canard ou la dinde, avec une baisse de 14,4% à 12,8% en 2022 pour la dinde et de 8,3% à 6% pour le canard. On espère que voilà, dans les années qui viennent, on reprogressera à nouveau, mais ça montre le leadership du poulet sur la consommation en France. Je laisse la parole à Jean-Michel pour justement vous donner un peu plus de détails sur la crise qu'on a traversée. Voilà. Merci Yann, hein, pour ta présentation de la consommation. Donc on va plus revenir sur vraiment tous les éléments de contexte qui ont marqué 2022 et ce début 2023. Alors tout d'abord, une crise sanitaire quand même historique, hein, qui a marqué la filière,
avec une succession quand même d'événements qui ont vraiment chahuté et impacté durement notre filière et qui a impacté tous les modèles d'élevage et toutes les espèces. Donc ça a démarré en automne 2021 avec une influenza aviaire dans le sud-ouest. Et c'est vrai qu'en début d'année 2022, on pensait en être sorti. Et là, en février, quasiment jour pour jour, il y a une année, on a eu une propagation, mais vraiment inédite, de l'influenza aviaire en Pays de Loire. Et les Pays de Loire, c'est vraiment une région stratégique pour la filière volaille, pour deux raisons. C'est une grosse région de production de volailles, avec une très grande diversité de présence d'espèces. Ça représente pas loin d'un quart de la production de poulet et de dinde, mais il y a également 60% de la production de canards à rôtir, 63% de la pintade. Donc vraiment une grande région de production. Et c'est également, et ça c'est le deuxième phénomène important pour les Pays de Loire, c'est une grande région de sélection génétique, d'accouvage et donc de présence de sélectionneurs et d'élevage de reproducteurs, qui est le premier maillon de la chaîne, qui engage tous les autres maillons par la suite, qui a été également du coup durement impacté aussi par cet événement-là en début d'année dernière. Et donc, il y a eu cet événement, et on va dire vers juin-juillet, on en est sorti. Et malheureusement, on est retombé en Pays de Loire avec un deuxième événement, avec une deuxième crise sanitaire sur l'automne, donc fin 2022, qui continue toujours un petit peu aujourd'hui, en 2023. Alors, un événement moins grave quand même qu'en février, mais qui a quand même son importance, et où on a été réactif parce qu'on a tiré un peu quand même des conséquences de février pour essayer de gérer au mieux ce qui s'est passé en fin d'année, mais quand même avec des conséquences importantes pour la filière. Voilà, on peut passer à la slide 2. Merci Arnaud. Donc du coup, bien évidemment, ces crises sanitaires ont eu un impact sur la production. Donc il y a eu un recul important, donc de pas loin de près de 8% de la production de volailles. Alors on rappelle quand même quelques chiffres. Il y a 25 millions de volailles qui ont disparu en fait de la production, qui ont été abattues, qui sont morts de la maladie. Et ça correspond à 1,5 million de tonnes de volailles produites en 2022. Alors la filière française, du coup, qui était la deuxième filière européenne, avec l'impact de la crise sanitaire, on a malheureusement rétrogradé à la 4e place de l'Union européenne. Alors par contre, les impacts sur les espèces sont très variables. Là, vous voyez notamment ici, voilà, ça c'est important, ça montre quand même la variabilité des choses. On voit que le poulet a été quand même, plus ou moins épargné quand même sur l'influenza aviaire en termes d'impact sur les volumes. Donc c'est quand même l'espèce principale. Et elle a vraiment touché toutes les autres espèces, et en particulier le canard, la dinde, très sensible, et également un petit peu donc les pintades. Et en 2023, vu que l'événement n'est pas encore fini de fin 2022, on prévoit quand même une légère baisse également encore de la production. Voilà. Ensuite, autre événement, alors là sur le plan économique, on avait beaucoup communiqué là-dessus aussi l'année dernière. Donc les conséquences liées à la guerre en Ukraine ont également durement impacté la filière, notamment sur le prix des matières premières qui intervient dans l'alimentation des animaux, où on a subi une inflation vraiment historique du coût de l'alimentation des volailles. On a subi entre les conséquences Covid et les conséquences brutales de la guerre en Ukraine, une augmentation en 3 ans de 67% du prix de l'alimentation animale, ce qui n'a jamais été vu, quoi. En sachant que le poste alimentation animale, c'est quand même un poste important dans la filière parce qu'il représente entre 60 et 65% du coût de production d'une volaille. Voilà, donc, et 2023, alors vous le voyez, on voit la courbe qui augmente. Alors il y a une légère baisse à l'heure actuelle, mais on reste quand même à des niveaux quand même très très élevés du prix de l'alimentation animale. Ensuite, il y a eu d'autres impacts, alors notamment sur le prix du poulet, avec notamment également le prix de l'énergie, avec des augmentations quand même également importantes qui ont impacté un certain nombre d'éleveurs, d'entreprises, avec d'autres coûts annexes également, les emballages, le transport et ainsi de suite. Et qui produit donc une évolution du coût de production des volailles, alors qu'on a évalué à près de 23% sur un an. Et si on prend la situation où on intègre également en fait les conséquences Covid, on a eu pour les volailles vivantes
une augmentation du prix des coûts de production de 50%, c'est quand même historique, jamais vécu. Alors on n'est pas les seuls, hein. Beaucoup d'autres filières aussi, comme nous, ont subi de plein fouet ces augmentations-là, quoi. Voilà, donc là je reprends juste quelques éléments que Yann avait déjà commencé à parler avant au niveau de la consommation. C'est qu'on voit que le poulet, il renforce sa prédominance vraiment dans la filière, hein. C'est vraiment les 3/4 des volailles élevées en France. Donc là, vous voyez les différentes répartitions. Donc 3/4 poulet, la dinde 16% avec une légère diminution par rapport à 2021. Il y a aussi les effets influenza aviaire, bien évidemment, et avec une baisse malheureusement également pour le canard gras à rôtir et la pintade un petit peu augmentée, quoi. Voilà. Et là, on voulait remettre en avant aussi du coup, les conséquences économiques sur la diversité de nos modèles d'élevage, parce que c'est ça aussi qui nous caractérise, hein. On le voit sur la partie droite de la slide, on a quand même pas loin de 17-18% des volailles qui sont élevées en plein air en France, ce qui est quand même énorme par rapport à tous nos voisins européens. Pour la partie chair, pour une filière viande, volaille de chair, c'est important. Et également du poulet certifié. Et on voit quand même que l'inflation des coûts de production a un impact direct sur les productions qu'on appelle montées en gamme, hein, notamment en label rouge et en bio, avec quand même des baisses, hein, de production liées à des baisses de consommation, donc très fortes en bio, hein. On est à une baisse de 25%, en label rouge également. Et pour les autres volailles, on a une baisse également moins forte, mais qui est aussi présente. Voilà les quelques chiffres importants de la production et des gros événements qui ont marqué l'année 2022 et ce début 2023. Et là, je vais donner la parole à Gilles, qui va notamment nous parler d'un autre contexte tourmenté qui nous anime. Bonjour à tous. Simplement, je voudrais revenir sur le dernier slide de Jean-Michel pour vous dire ce qui nous a tous préoccupés, c'est quand même cette baisse de 25% du bio. Parce que, et on le voit dans toutes les productions, que ce soit le porc, les œufs, le lait, on voit bien que les Français, les consommateurs, nos clients, ils ont réduit par rapport à cette montée en gamme qu'on avait travaillé depuis 3-4 ans. Donc on a engagé des filières totales dans le bio et ainsi de suite, et aujourd'hui, qui sont en train de retomber par rapport à l'effet pouvoir d'achat. Mais ce qui est, si je me félicite, et on se félicite tous que les Français consomment de plus en plus de volailles, ou tout du moins, on est optimum avec 28,2 kg par an et par habitant, eh bien, ce n'est pas au profit de la production française, mais bien à son détriment. Alors certes, l'influenza aviaire joue, mais quand même, on est monté à 406 000 tonnes de tonnes équivalent carcasse d'importation. En valeur, c'est 1,2 milliard, et on a, sur un an, encore monté de 10,3%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2020, on avait seulement 34% des poulets consommés en France qui étaient importés, 39,43. Et je vais vous montrer sur la slide d'après, c'est le graphique de gauche, on est à 50%. Je vous rappelle qu'il y a eu des mois, l'année dernière, où on suivait, on était à 54%, ou des trimestres. Donc, d'où viennent ces importations? Elles viennent principalement de Pologne, où la Pologne qui, par exemple, en 2022, était aux alentours de 168 000 tonnes. Selon les statistiques officielles, on est monté à 212 000 tonnes. Elles viennent de Belgique, par exemple, 166 000 tonnes. On est monté à 187 000 tonnes. Et elles proviennent des Pays-Bas, où c'est stabilisé à 130 000 tonnes. Mais aussi de l'Ukraine et du Brésil. Là, je voudrais faire un petit focus sur l'Ukraine et le Brésil. L'Ukraine, vous voyez, 114%. Mais c'est un chiffre important en pourcentage, direct Ukraine, mais c'est relativement faible en volume, puisqu'on est passé de 2200 tonnes à 6000 tonnes. Mais, et c'est là que le mais est important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des productions qui passent soit par la Hollande, soit la Belgique, soit par des pays d'importation, par les ports hollandais et belges, soit Anvers, soit Rotterdam, et qui là sont redéchargés, retransformés en Hollande et en Belgique, et sont réexportés sur la France. C'est pour ça que les Belges et les Polonais ont beaucoup d'importations. On va le voir après. C'est que les importations, donc aujourd'hui c'est 50%, on peut passer au slide d'après. Mais quand on voit par rapport à l'Ukraine, on vous le dénonce à chaque... Mais je crois qu'il faut continuer.
C'est aujourd'hui, un élevage de poulet moyen en France, c'est 40 000 volailles. Un élevage de poulet ukrainien, c'est 1 800 000 poulets par élevage. C'est 1 800 000 poulets. Donc, on a une dimension qui n'est absolument pas comparable. Ce n'est pas du tout le même type. Et quand, je refais un petit exemple tout simple, quand la Commission européenne dit « la France, vous avez plus d'élevage de touchés que les autres pays », ben oui, mais on a des plus petits élevages. Parce qu'on a un élevage familial plus traditionnel. Ça, c'est des choses importantes parce que c'est notre modèle, c'est notre culture française. Diversité et des élevages plus familiaux. Même si ça peut paraître important, un élevage de 40 000 volailles pour le béotien que certains sont, 40 000 volailles, c'est seulement 2 poulaillers. Ce n'est pas énorme. Alors qu'en Ukraine, voire en moyenne européenne, c'est aux alentours de 90 000. On peut continuer. Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'on demande, nous, par rapport à l'Ukraine? Je tiens à préciser que l'envol ne s'initie pas dans les problèmes politiques, mais soutient toujours des pays qui sont en guerre et qui sont attaqués. Là-dessus, politiquement, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'on demande, c'est que vous savez que depuis le mois juin 2022, toutes les importations en provenance de l'Ukraine sont sans droit. C'est-à-dire que l'Ukraine a les mêmes considérations qu'un autre pays européen de la communauté européenne. Or, pas de souci pour soutenir la population, mais les élevages à 90% sont détenus par le groupe MHP, qui est un oligarque, qui a son siège à Chypre et qui est coté à la Bourse de Londres et qui a racheté des entreprises en Europe. Donc il se sert de ces bases-là. Donc on a un vrai problème de fond, parce qu'on a un problème aussi d'éthique, de dire on soutient l'économie ukrainienne, mais jusqu'où on va? Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont moins d'énergie pour élever les poulets et donc il faut reprolonger cet accord d'1 an. Nous, on demande à l'Europe certaines garanties par rapport à ça, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes coûts de production. C'est plus aujourd'hui une économie de marché qu'on a en Ukraine, mais c'est bien une économie de guerre, donc avec de l'exportation et des échanges. Deuxième accord qui nous a un petit peu choqués, c'est le Chili. La Commission avait dit on va prendre notre temps sur le Chili. Puis d'un seul coup, c'est sorti et on est passé de 18 000 à 40 000 tonnes. Alors 40 000 tonnes sur 1 300 000 tonnes que l'Europe importe, ça veut me dire que ce n'est pas beaucoup. Mais c'est toujours un pays de plus. Et c'est pourtant un pays qui est reconnu peu exemplaire du point de vue de la santé et de la sécurité alimentaire. Puisqu'il y a eu de la Direction générale de la santé des audits qui sont sortis où le Chili, mais au nom d'un échange, vous savez qu'on n'a plus d'accord de Marrakech ou globalement, mais on a des accords bilatéraux de pays à pays. On passe après. Donc, les Français nous disent, on veut bien, on est pour la volaille française, on a une attente à ce niveau-là. Les Français répondent, on peut y aller après, que parce que ça représente une meilleure sécurité alimentaire, parce qu'il y a une meilleure qualité de produit, parce que des volailles nées élevées, abattues et transformées en France, c'est bon pour l'emploi, il y a de la proximité par rapport au CO2, des élevages plus respectueux de l'environnement. On répond à tous les critères et pourtant, on importe de plus en plus. Et là, on a une opposition entre, d'un côté, le pouvoir d'achat. Les gens consomment des produits moins chers. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du bio, des labels rouges. Ça nous préoccupe. Hein. Sachez quand même qu'on est préoccupé parce que depuis 4-5 ans, toute la filière était montée en gamme. On en mettait de plus en plus. Et il y a un moment, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on est à un point de rupture ou pas? Voilà ce que je voulais vous exposer par rapport à notre grosse préoccupation. Et maintenant, je vais passer la parole à Bernard Tozia qui va vous parler du... Alors, bonjour à tous. Donc, je vais parler de 2 sujets. Je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit Gilles, sur la partie comment on veut reconquérir le marché français, quelles règles il faut qu'on ait identiques par rapport aux autres pays et pour qu'on n'ait pas des distorsions de concurrence. Donc, on a besoin de règles françaises. On a besoin que vous passiez des messages, vous les journalistes, que les consommateurs nous aident et que ce ne soit pas un discours voilà, de dire on veut bien des règles identiques, mais après on importe du poulet et on ne choisit pas notre poulet. Donc il y a quelques sujets et je parlerai après des normes de commercialisation.
Bon, la filière, donc l'envol demande d'empêcher de nouveaux contingents d'importation à bas coût accordés par l'Union européenne. Bon, Gilles en a beaucoup développé, hein, et je crois que ça, c'est un élément important. Intégrer des clauses miroirs pour qu'on puisse lutter à armes égales, voilà, qu'on soit identique. On veut bien lutter avec les autres, mais ne faisons pas du troc avec la volaille. C'est ce qu'on voit souvent dans les accords bilatéraux. Je voudrais compléter ce que dit Bernard. Insistons sur la clause miroir. On n'a pas demandé de clause équivalente parce que la Commission joue un peu là-dessus en disant les clauses équivalentes, ce n'est pas les clauses miroirs. Et les clauses miroirs sont bien les clauses miroirs. C'est-à-dire que si on a interdiction d'utiliser un produit en Europe, eh ben on a la même interdiction à l'import. Voilà, je crois que c'est important. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Merci. Bon, faciliter le dialogue avec les citoyens, ça enfin, nous, on identifie bien ça, hein, pour dire montons des bâtiments qu'on en a besoin pour défendre la filière volaille française, que ce soit en standard ou en plein air. Quelqu'un clique là? Oui. Bon, renforcer le contrôle des obligations étiquetage de l'origine. Voilà, ça, c'est le contrôle, et surtout, puisque c'est obligatoire aujourd'hui. Élargir l'obligation d'identification aux produits cuisinés et élaborés, ça on le demande, que le consommateur choisisse. Il dit, j'ai un produit qui est français, qui est brésilien, qui est ukrainien, je choisis. Et bon, veiller à conserver les mentions permettant d'identifier facilement les volailles en plein air, on va en parler. Bon, éviter de nouvelles contraintes supplémentaires imposées par l'Union européenne sur le bien-être animal et la certification, l'empreinte environnementale. Bon, ça, c'est, voilà, il faut que ce soit des accords partagés et qu'on ait des choses que le consommateur comprenne. Et c'est levé contre un accord avec le Mercosur. Bon, ça, vous nous avez entendu le répéter. On ne veut pas d'accord où on est sacrifié. Hein, c'est un peu ça. Voilà en quelques mots nos attentes pour reconquérir nos parts de marché. Bon, sur les mentions valorisantes. Alors, je vais rappeler, bon, je vais faire un mélange des deux slides, hein, je le dis à Arnaud. Bon, Jean-Michel l'a dit, rappeler la part des volailles plein air dans la production française, c'est à peu près 20%. Hein. Bon, on ne va pas chipoter sur 1 ou 2%, mais entre le label rouge et le bio, c'est aux alentours de 20%. C'est 5 000 éleveurs, donc un poids important de notre filière. Bon, ce qu'il y a eu en discussion, parce qu'il y a eu quelques débats, vous avez vu qu'on a communiqué, nous en vol, il y a quelques journalistes qui nous ont questionnés. Nous, c'est des normes qui sont déterminées depuis 1991 et qui sont en discussion depuis 3 ans. Sous l'impulsion on va le dire, on va citer 2 pays qui veulent libéraliser un peu tout ça, que sont l'Allemagne et la Hollande. Et donc il y avait aujourd'hui 5 mentions qui étaient autorisées si on voulait étiqueter et expliquer aux consommateurs ce qu'il y avait sur son produit. Donc les 5 mentions, vous les avez là, le pourcentage de l'alimentation, l'élevé à l'intérieur système extensif et les 3 lignes rouges qu'on a fixées chez nous, sortant à l'extérieur, fermé à l'élevé en plein air et fermé à la liberté. Donc les Allemands voulaient libéraliser ça. Dire je fais un poulet qui est élevé en bâtiment standard ou avec une véranda et je l'appelle poulet air libre, poulet plein vent, voilà. Donc, et le consommateur aurait été un peu perdu. Donc, sous notre impulsion, avec l'envol, nous avons fait un communiqué pour dire faisons attention. Et faisons attention, et on avait une vraie inquiétude. Donc aujourd'hui, il y a eu discussion entre le gouvernement français et le gouvernement allemand. Il y a un compromis qui est trouvé, où la Commission doit publier aujourd'hui, qui doit être validé par tous les États membres et qui doit aller au Parlement. Donc, ce n'est pas fini. Je crois que, bon, on est plutôt rassurés aujourd'hui, on va le dire comme ça, grâce à notre mobilisation, grâce à votre mobilisation aussi, et grâce à la mobilisation de certains députés européens qui nous ont soutenus dans notre démarche. Bon, on a mis un peu de pression au gouvernement français pour qu'il discute et pour pas qu'on galvaude nos modèles de production. Donc aujourd'hui, on est plutôt rassurés. On va attendre que la Commission publie et que ce soit validé in fine par le Parlement. Donc ça va prendre un peu de temps. Ça peut prendre un mois de discussion encore. Mais aujourd'hui, on est plutôt rassurés. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Jean-Michel, tu veux compléter? Oui, juste Bernard, oui. Alors, juste 2 compléments sur ce que vient de présenter Bernard, avec 2 lignes qui conduisent vraiment notre action. Alors, pour revenir sur les importations, la première ligne qui conduit nos demandes et notre action, c'est de dire imposons aux autres ce que nous nous imposons à nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, dans les accords de libre-échange qui ont été signés avec plein de pays, entre l'Union européenne et les autres, on importe des volailles qui ne sont pas élevées dans les mêmes conditions que les nôtres. Sur les antibiotiques, sur les normes salmonelles, enfin je pourrais citer plein d'exemples. Nous, ce qu'on veut,
c'est que l'Union européenne, quand elle signe des accords, elle impose au pays avec lequel elle veut signer un accord la même chose que ce que nous, on nous impose. Voilà ce qu'on veut. C'est pour ça que les clauses miroirs, pour nous, sont importantes. Parce que derrière la clause miroir, c'est dire aux autres, nous, on demande ça aux éleveurs européens, et on vous demande la même chose si on veut acheter le produit, pour qu'on soit quand même dans les mêmes conditions de coûts de production. Et malheureusement, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et on est très inquiet, notamment des initiatives que prend la Commission européenne, parce qu'il y a beaucoup de réglementations sur le bien-être animal, sur les installations classées qui sont en révision. Nous, on a peur que ça nous fasse des surcoûts, encore plus de bureaucratie sur les exploitations agricoles, sur les élevages. Et en parallèle, on ne les impose pas aux autres, quoi. Donc, on est dans une logique incompréhensible où on continue à signer des accords de libre-échange sans nous imposer nos normes de production. Et en même temps, la Commission est en train de travailler des nouvelles contraintes de production pour nous. Donc ça, ce n'est pas possible. Ça, on peut plus continuer comme ça. Donc là, ce qu'on demande, c'est la réciprocité, conditions identiques dans les accords. C'est simplement de la justice, quoi. Et aussi de la bonne information du consommateur. Pour que quand un consommateur il achète, il sache que c'est ça. Et pour compléter, puisque tout le monde en parle, de la souveraineté alimentaire. Tout le monde nous parle de souveraineté alimentaire en disant qu'il ne faut plus qu'on dépende. Mais en volaille, on est en train de dépendre de tout le monde. Alors après, on va nous dire, dans 6 mois, ça pète dans telle région, on ne peut plus importer de poulet là, et ainsi de suite. Donc c'est aussi une question politique avec un grand P, dans le sens que comment on administre l'Europe au niveau de notre souveraineté alimentaire. Après, la deuxième grande ligne directrice qui conduit notre action, c'est la bonne information du consommateur. C'est qu'il n'y ait pas de confusion et que le consommateur ne soit pas trompé sur ce qu'il achète. C'est pour ça qu'on a toujours de fortes demandes sur la question de l'étiquetage, qu'on ait un vrai étiquetage qui indique vraiment l'origine des produits, notamment sur tout le segment du marché de la restauration hors domicile. On a eu une petite avancée sur les produits crus, mais pas sur les produits cuits qui représentent quand même 60% du volume d'importation. Aujourd'hui, le consommateur, il ne sait pas ça. Et il faut qu'il le sache. Et il faut que la réglementation européenne, elle évolue là-dessus. Ensuite, je reviens également sur les normes de commercialisation, où là, pareil, nous, on veut que le consommateur il soit bien informé, pas de confusion, qu'il n'y ait pas de tromperie. Alors aujourd'hui, Bernard l'a dit, on a 5 mentions valorisantes. Mais derrière ces mentions valorisantes, en fait, il y a des critères très précis qui disent comment c'est élevé en plein air, comment c'est élevé en liberté et comment c'est élevé sortant à l'extérieur. Derrière, c'est la durée d'élevage, les souches, des plans d'alimentation, des surfaces de mètres carrés à l'extérieur. Enfin, pour pouvoir utiliser ces mentions, en fait, il faut utiliser des critères très précis qui informent justement correctement le consommateur sur la manière dont la volaille elle est élevée. Et les premiers échanges qu'on a eus avec la Commission, c'est que la Commission elle voulait procéder à une ouverture de ces mentions. Elle voulait en élargir le contenu. Et là, nous, on a eu des craintes parce que nous, on est ouvert à valoriser les modèles d'élevage, les autres modèles d'élevage, il n'y a pas de souci, mais toujours dans un esprit de bonne information du consommateur. Et là, nous, l'alerte qu'on a faite auprès de la Commission, des pouvoirs publics, et les craintes aussi qu'on avait, c'était que dans l'ouverture qui était prévue un peu au début, c'était vraiment une libéralisation quand même possible des choses. C'est qu'on aurait pu potentiellement utiliser des mentions derrière lesquelles il n'y a pas les critères précis comme il y en a aujourd'hui. Par exemple, je ne sais pas, poulet élevé, on aurait pu faire un poulet élevé peut-être en véranda en disant élevé à l'air extérieur, parce qu'on n'aurait pas défini clairement les critères. Et pour nous, ça, c'était une tromperie, parce que ça pouvait potentiellement créer des mentions qui allaient se rapprocher des mentions actuelles, où il y a vraiment une qualité de critères derrière, qui informe vraiment bien le consommateur, et également avec une qualité de contrôle. Aujourd'hui, pour utiliser ces mentions, on doit passer par des cahiers des charges qui sont contrôlés par des organismes tiers, par des organismes de certification, ce qui n'était pas le cas dans les premiers échanges avec la Commission. Parce que ça aussi, c'est une garantie auprès du consommateur. Donc bon, nous, on a alerté, on a échangé, notamment avec les pouvoirs publics et la Commission européenne. Bon, il y a un compromis qui a été aussi présenté par la France sur le sujet pour tenir compte de nos craintes qui sont vraiment légitimes, parce qu'en fait, c'est le consommateur qui est le point central de tout ça, et son information. Et bon, voilà, il semblerait que les choses aient évolué depuis. Hein, oui, quand même alors j'aurais quand même complété, parce qu'on a été surpris nous-mêmes, et Jean-Michel l'a rappelé. Vous avez vu que la Commission a
envoyé un communiqué très rapidement en disant boum boum, non, non, c'est pas ça du tout qu'on veut dire. Alors d'abord, c'est qu'on avait dû toucher où ça les démangeait. Donc je pense qu'ils ont réagi avec une certaine violence, rapidité qui nous a surpris. Mais on a été... Et la deuxième, elle a dit, mais regardez, l'envol et tout ça, ce qu'ils publient, ils disent qu'on ne va pas supprimer le label rouge, on va pas... Non, on n'a jamais dit ça. On a dit qu'on allait avoir une forêt d'appellations qui allait complètement paumer le consommateur. C'est pour ça qu'on a mis des mots un peu forts comme élevé en plein champ, élevé ceci ou élevé cela. Mais sincèrement, on a voulu bien mettre, et ça a plutôt bien marché puisque la commission est revenue tout de suite et d'autres pays ont commencé à se remuer. Dommage, c'était, puisque la consultation était avant le 2 février, je crois, et que c'est, comment ? Le 22 février, et ça a réagi dans les derniers jours, comme ça fait 3 ans que c'était en chantier, mais personne ne bougeait, ça s'est accéléré. Donc voilà, il faut bien comprendre que l'envol n'a jamais dit c'était par la commission la fermeture du label rouge ou du bio et ainsi de suite, mais a bien voulu provoquer une réaction par rapport à dire jusqu'où on va dans l'éventail des appellations. Comme je le dis toujours, c'est la bonne information du consommateur vraiment qui a primé dans notre action sur le sujet. Parce que comme je le disais, on a des mentions valorisantes avec des critères très précis qui veulent dire au consommateur ces mentions. Donc c'est l'informer justement. Et là, il y avait une volonté d'élargissement des mentions utilisables. Et nous, on avait une très forte crainte, vraiment fondée, qu'on puisse utiliser en fait des mentions très proches, des mentions actuelles, mais avec un poulet pas élevé du tout de la même manière, quoi. Et là, on n'aurait pas été bon. Ce qui ne veut pas dire que les modèles qui ne sont pas plein air, ou sortant à l'extérieur, ou élevés en liberté, ne doivent pas être valorisés, ou qu'on ne doit pas progresser sur la valorisation en termes de mention. Mais il faut que ça corresponde vraiment au modèle d'élevage, quoi. Voilà. Et bon, voilà, la commission, et voilà, il y a des négociations à l'heure actuelle. On est un peu plus confiant. Alors, ce n'est pas encore gagné, hein. Il faut qu'on reste mobilisé sur le sujet. Et on espère qu'il y ait une issue vraiment favorable sur le sujet pour que, voilà, je le redis, c'est peut-être la 10e fois, mais c'est vraiment ça qui est important, que le consommateur soit bien informé. Que ce qu'il achète, derrière, ce n'est pas du pipeau, quoi. Voilà. OK. C'est clair, c'est clair. On répondra aux questions après. Louis, c'est à toi. Voilà, Louis, président des d'autres Agro-Couleurs. sujets. Merci à vous. Donc je vais un peu vous parler maintenant de la façon dont la filière se mobilise par rapport à ce que l'on vit, à ce que l'on a traversé. Et dans un premier temps, vous faire un constat de ce qui s'est passé sur cette période trouble, avec, on l'a dit tout à l'heure, 25 millions de volailles touchées par l'influenza aviaire, ce qui représente 1 milliard d'euros de pertes sur la première vague. Hein. Là, on est vraiment sur la première partie. Plus de 5000 élevages touchés. Et les conséquences que ça entraîne vis-à-vis des entreprises impactées, c'est considérable. Non seulement en pertes économiques, mais en impacts sociaux derrière. Sur l'aval, alors on est concentré là sur les Pays de Loire. Hein. Sur l'aval, c'est 19 sites impactés, 2000 salariés concernés, 465 000 heures chômées de mars 2022 à janvier 2023. Toute la difficulté pour ces entreprises, c'est de préserver la richesse des entreprises. La richesse, c'est les salariés. Et comment réagissent les entreprises devant un tel séisme? C'est limiter le recours à l'activité partielle, baisse de l'intérim, prise de congé, apurement des compteurs d'heures, etc. Tout est mis en œuvre pour préserver justement l'avenir. Voilà. Et la difficulté, c'est on se retrouve en 2023 avec une reprise de cette crise, comme on l'a dit. Donc ça veut dire augmentation du recours à l'activité partielle, les compteurs d'heures et les congés ayant été déjà apurés. Donc la première vague, on le précise, on a eu des indemnités de l'État pour la partie des éleveurs, les accouveurs, que je représente aussi, la sélection, mais vraiment insuffisante sur les entreprises de l'aval. Et ça, il faut vraiment le dire et insister là-dessus. La deuxième vague qu'on traverse, là, qu'on est en cours, on arrive sur des dispositifs d'accompagnement qui sont aujourd'hui complètement inconnus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on va sortir de cette crise. Vous dire que les professionnels s'engagent parce qu'on
on ne reste pas les bras croisés devant ces crises à répétition, d'autant que c'est des choses qu'on a vécues auparavant dans le Sud-Ouest. Donc voilà, et on a mis des choses en place vraiment fortes sur les Pays de Loire et qui sont en cours en ce moment vis-à-vis de la remise en place au niveau des palmipèdes, un contrôle sur 45 communes jusqu'au 15 mai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en place pour justement éviter d'avoir une recontamination. Et également, quelque chose de très fort qui n'avait jamais été fait de cette façon-là auparavant, c'est une protection des sites stratégiques que représentent les accouveurs, que représentent la production, tout ce qui tourne autour de la partie de la sélection, de la génétique. Donc ça veut dire une protection, ça veut dire quoi? On évite de repeupler ces zones pour éviter que la contamination reparte. Donc évidemment qu'on est dans une demande d'une reconduction des dispositifs de 2021 et 2022, mais pour le moment on n'est pas encore, on ne sait pas encore. Et on attend évidemment, tout le monde en parle et c'est normal, on va y revenir, des signaux forts sur la prise en charge de la vaccination. Je vous dirai pourquoi. Donc, également sur la partie que l'on a traversée, on a renforcé au cours de toutes ces crises, on apprend, et à chaque fois on apprend, comment être plus résilient, comment être plus efficace sur la détection du virus, comment être plus efficace sur la biosécurité. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, même si on s'améliore, il faut qu'on continue à persévérer là-dessus parce que souvent, la petite faille entraîne la grande catastrophe. Et puis, un gros travail qui a été fait aussi pour diminuer les densités dans des zones sensibles, dans le cœur du réacteur que sont certaines zones de production, et notamment dans le Sud-Ouest, qui a été mis en place à ce qu'on a appelé le plan Adour, et qui a permis, dans un accord interprofessionnel, puisqu'il y avait à la fois les producteurs de palmipèdes, les producteurs de volailles sous label, qui se sont entendus pour ne pas charger des zones qui habituellement étaient trop denses. Tout ça avec un accompagnement de l'État. Donc ce qu'on veut mettre en place, et on insiste au niveau d'Envol d'une façon claire, c'est la stratégie vaccinale qui doit porter sur tous les palmipèdes, avec évidemment le souci majeur de ne pas pénaliser les exportations. Pour tout vous dire, la France représente en termes de sélection l'ensemble des... On est le pays numéro 1 en Europe en termes de représentation de sélection. D'une part par la diversité de nos espèces, ensuite par l'historique. Les entreprises sont installées sur le territoire français depuis longtemps et on exporte sur plus de 130 pays au niveau du monde. Donc ça veut dire que si on n'a pas un accompagnement, cette diplomatie sanitaire dont on a absolument besoin et qu'on réclame à corps et à cri depuis des mois pour avant même de mettre en place la vaccination, on risque d'avoir, on le sait déjà, à peu près 50% des pays tiers qui vont fermer sur le principe du fait que l'on vaccine. D'où l'importance de mettre en place, avant même donc, de tout ce travail de diplomatie sanitaire, qui doit être efficace, non seulement pour la génétique, mais également pour les viandes. Hein, tu peux peut-être rajouter là-dessus. Alors, je reprécise bien, qu'est-ce que la diplomatie sanitaire? C'est qu'on demande à l'État français, via le ministère des Affaires étrangères, vous savez que dans chaque ambassade, bien sûr, les ambassades où on exporte principalement nos volailles, les ambassades où il n'y a pas d'exportation de volailles à partir de la France, ça ne sert à rien, qu'ils aillent contacter les autorités du pays avant pour dire si éventuellement la France vaccine, par exemple, ces palmipèdes, est-ce que vous fermez le pays ou pas? Parce que je rappelle, il faut bien que vous soyez conscient que l'OIE, dès qu'un pays vaccine, chaque pays, même en Europe, à l'instant, même si très récemment, il y a quelques jours, la Commission s'est penchée sur le problème pour essayer d'uniformiser, peut fermer son pays, sans aucun, en disant « je ferme ». Donc, en leur disant, si nous étions amenés à vacciner les palmipèdes, fermerez. Et ça, c'est un travail fait par les ambassades pour bien expliquer notre démarche et pourquoi on le fait.
C'est ça la diplomatie sanitaire, ce qu'on demande au gouvernement français via le ministère de l'Agriculture, mais aussi les affaires étrangères. En fait, l'OIE, pour être plus précis, laisse dans son règlement la possibilité à un pays de vacciner, d'utiliser l'arme de la vaccination à condition qu'elle contrôle, qu'elle ait un système de surveillance qui permet de s'assurer que les animaux ne sont pas contaminés par un virus sauvage, mais on retrouve bien la présence du virus vaccinal. Donc ça suppose des coûts faramineux. Et ça fait partie de ce qu'on demande au sein de l'État, c'est que la surveillance qui sera obligatoire, pour vous faire court, on vaccine des canards. Chaque semaine, on sera obligé de vérifier sur 60 animaux des écouvillons qui prouveront qu'on ne retrouve que la trace du virus vaccinal et pas du virus sauvage qui pourrait infecter, auquel cas on détruit, etc. et on repart sur la même. Donc ça, chaque semaine, imaginez. Donc les coûts vont être colossaux et on demande que l'État participe et soit avec nous justement pour mettre ça en place. C'est toute cette... voilà, en dehors, en plus de cette diplomatie sanitaire, on a aussi besoin de l'aide de l'État là-dessus. Et pour terminer, je voudrais juste vous dire que la réflexion à plus long terme est en cours aujourd'hui avec une réflexion de comment arriver à être plus résilient au niveau du territoire français. On a un territoire très riche, mais qui s'est enrichi des sélectionneurs, de la production autour dans ces régions, et comment être résilient par rapport à ce qu'on traverse. Est-ce que ces entreprises devraient être dans d'autres régions? Comment arriver à les protéger? Donc ça, c'est tout un travail qui est en cours aujourd'hui. Protection des sites sensibles, hein, d'une façon durable, avec probablement, il faudra qu'on aille rechercher des textes de loi pour arriver à ce que les choses soient mises en place. Donc ça va demander, c'est pour ça que c'est à plus long terme, mais c'est indispensable pour arriver à produire sur notre territoire et exporter ailleurs. Voilà, c'est le credo que l'on se dit. Merci beaucoup. Juste avant la conclusion par Jean-Michel, tout à l'heure sur la slide où on vous a présenté les impacts sociaux pour les entreprises, j'ai eu une petite correction en direct, pardon, j'oublie à chaque fois la caméra. Il y a une partie du Sud-Ouest quand même qui est compris dans ces impacts-là. C'est pas que Pays de la Loire. Voilà, c'est pas 100% du territoire, mais il y a quand même une petite partie du Sud-Ouest qui est pris en compte. Voilà, juste qu'il n'y ait pas de confusion. Donc merci à tous, hein, à toute l'équipe là pour la présentation. Donc on va juste revenir en synthèse hein, sur vraiment les éléments importants. La bonne nouvelle, la France confirme sa première place de consommateur européen de volaille. Donc ça c'est bien, ça veut dire que les Français aiment la volaille. Il y a bien évidemment des nuances. Les importations malheureusement continuent à monter en puissance. Je vais utiliser un terme même un peu fort. On commence à être vraiment submergé par les importations. Parce qu'entre les volumes qu'on avait et tout ce qui se rajoute, ça commence quand même à devenir incroyable, dans un contexte quand même pas facile pour la filière, parce que ça a été dit, on a eu des crises sanitaires successives quand même qui ont tout chahuté chez les éleveurs, dans les entreprises et partout, avec une flambée des coûts de production aussi, hein, avec les conséquences de la guerre en Ukraine, du Covid. Mais bon, on a une filière qui est mobilisée pour reprendre la production dans toute la France, faire au maximum pour freiner les importations. Donc ça, c'est tout notre travail il faut mettre en place des conditions identiques de production, les étiquetages, on continue notre combat au quotidien. C'est un peu le combat de notre vie, quoi. Mais on continue là-dessus. Et l'objectif principal pour nous, c'est de sauvegarder notre modèle d'élevage, qui est un modèle familial, et qui est basé vraiment sur la diversité des modèles d'élevage et des espèces. C'est vraiment une particularité française qu'on veut absolument préserver et développer. Et tout ça, pour nous, doit nous conduire à améliorer notre souveraineté alimentaire, parce que c'est quand même important, et voilà, proposer une large gamme de nos volailles à tous nos consommateurs pour répondre à toutes leurs attentes.